Allez, troisième débat sur Boursorama. On vous parle de Bercy Décode. C'est la nouvelle larme du ministère de l'économie contre la hausse, je cite, exponentielle de la désinformation. Il y aura des contenus pédagogiques diffusés sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, des analyses écrites, des formats vidéo courts. Est-ce que ça peut aider ou pas à lutter contre les fake news? Est-ce que ça peut être efficace pour enrayer cette propagation de fake news? Est-ce que c'est le rôle d'ailleurs de Bercy de faire ça? Je pense qu'on sera d'accord pour dire que ce n'est pas du tout le rôle de Bercy de faire ça. C'est curieux, on est d'accord sur deux sujets. Il faut augmenter le prix de l'essence et il faut laisser Bercy à sa place. Ouais, pourquoi? Parce que Bercy... Du fact-checking économique, c'est Bercy utile, n'est pas en mesure de faire du fact-checking économique sérieux. Bercy est rempli d'idéologues qui ne connaissent pas l'économie de marché réellement et les enjeux qui se posent sur Alors là, le je suis plan plus économique. d'accord, là. Ça fait très longtemps que Bercy essaye d'avoir ses propres médias économiques pour influencer l'opinion dans un sens néolibéral. Il y a eu plusieurs tentatives déjà dans le passé, donc là aujourd'hui il y en a une nouvelle avec cette chose-là. Il faut effectivement, d'une part, qu'il y ait davantage de transparence sur les données économiques. Les données économiques du public sont, en France en tout cas, mais c'est intéressant, moi je suis allé transparence. voir. Les voitures électriques, est-ce qu'elles polluent plus ou moins qu'une voiture relativement thermique? transparente, C'est intéressant etc. d'avoir les chiffres. Oui. Oui, mais ce n'est pas des chiffres qui sont établis par Bercy, ça. Il faut de la transparence sur les données économiques publiques en particulier. Il faut aussi de la transparence sur les données économiques privées. Donc les entreprises ont mené des lobbying très intenses pour limiter toutes les tâches, toutes les obligations de reporting qu'elles pouvaient avoir, notamment sur les terrains sociaux, environnementaux, etc. C'est un obstacle, effectivement, à une information économique fondée, basée sur des faits. Il y a trop d'opacité dans certains secteurs, mais après, il faut aider, effectivement, la presse et les médias, et en particulier les médias indépendants des grandes entreprises et des milliardaires à vivre et à avoir un débat pluraliste sur les questions économiques et que les gens puissent se faire leur opinion. Mais vraiment, cette idée que l'État va dire la vérité économique, enfin que l'État, que Bercy, que les inspecteurs des finances... Que Bercy puisse débusquer les fake news, les inspecteurs des finances vont dire la vérité économique alors qu'ils ont déjà coulé le pays et l'amener dans la situation budgétaire où on est aujourd'hui, c'est surréaliste. Alors, ce n'est pas les inspecteurs des finances qui ont coulé le pays, c'est le fait, encore une fois, que le pays ne travaille pas. Hein. Tout le monde est responsable. Hein. Si on se mettait à travailler avec ou sans inspecteur des finances, on irait nettement mieux. Bercy fournit une information économique. L'INSEE est une direction du ministère de l'économie et des finances. Donc, et l'INSEE, d'abord en statistique, il y a un code de déontologie qui date au niveau international des années 90. Et il y a une évaluation qui est faite régulièrement par les instances internationales. En ce moment, c'est plutôt le FMI qui suit l'évolution des services statistiques. Et l'INSEE fait partie des 10 meilleurs services statistiques mondiaux par la qualité de son travail et par justement la qualité de l'information qui est distribuée. C'est-à-dire que l'INSEE non seulement fournit des informations, mais explique sa méthode. C'est-à-dire que l'INSEE défend cette idée qui est une idée assez naturelle en économie, c'est que l'économie c'est une science et c'est une méthode. Il faut expliquer comment on arrive à ce résultat. Alors après, je pense qu'un des problèmes qui est mis souvent en avant, c'est l'ignorance économique de la population, qui est assez partagée, hein, parce que même dans un pays comme le Royaume-Uni, que je connais bien, qui est un pays qui est supposé être le lieu de naissance, l'organisation intellectuelle de l'économie, quand on discute avec la population, en moyenne, elle n'a pas une maîtrise de l'économie aussi développée qu'on croit. Mais le véritable problème, c'est l'enseignement de l'économie. C'est-à-dire qu'on a été dans une situation où l'enseignement de l'économie avait été monopolisé par les marxo-keynésiens, et donc progressivement, ça évolue. Progressivement, il y a une jeune génération qui est en train de faire de l'économie et non plus de la propagande, mais je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. C'est-à-dire que on le voit d'autant plus que il y a une sorte de refuge facile dans l'idéologie qui est liée au fait que le niveau mathématique étant devenu ce qu'il est, certains
méthodes mathématiques sont en train d'échapper à une partie des étudiants. Et donc, je pense que le dernier élément que je trouve quand même aussi rassurant, non seulement il y a l'enseignement, mais il y a une attirance de plus en plus grande pour la jeune génération, pour les formations en gestion, c'est-à-dire pour la formation autour de l'entreprise. C'est-à-dire les écoles de commerce ont de plus en plus de succès, malgré d'ailleurs des niveaux d'exigence en droit de scolarité qui sont très très élevés. Et donc on voit qu'il y a une perception par la population de la nécessité effectivement de s'impliquer dans une logique marchande pour obtenir de la création de richesse. Qu'en pense le marxo-keynésien? Ah oui, il en pense surtout que le problème, c'est le mouvement que décrit Jean-Marc Daniel est en train surtout de tuer l'enseignement de l'économie, dans la mesure où on en a fait une matière chiante de plus, académique, mathématisée, etc. Et donc plus personne ne veut y aller. C'est surtout ça l'effet des réformes que Jean-Marc Daniel prône, alors que c'était une matière vivante qui parlait de l'actualité, de ce qui se passait autour des gens, et que beaucoup de jeunes ont découvert justement les mécanismes économiques là-dessus. De cette manière-là, ils ne sont pas tous devenus socialistes ou gauchistes, au contraire, on en compte beaucoup dans les milieux de droite, entrepreneurs, etc. Une réaction saine de révulsion face à la propagande. Le problème surtout, c'est qu'il n'y a pas suffisamment... Enfin, cet enseignement était déjà très marginal précédemment, il est en train de le devenir encore plus, mais il n'y a pas surtout suffisamment d'enseignement général des questions économiques, au-delà de cette ancienne section du secondaire qui ne touchait que quelques milliers de par rapport à mon sujet, en tout cas par rapport à Bercy Décode, pour vous, c'est pas une bonne idée. Vous me dites qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Je pense que via l'INSEE, il y a des moyens d'apporter de l'information. Oui, mais justement, l'INSEE ne se définit pas comme étant un lieu qui apprenne la science économique. L'INSEE se définit comme un lieu qui donne les données. Et donc après, à chacun, effectivement, d'interpréter ces données. Mais pour reprendre votre exemple, l'INSEE va vous dire, effectivement, alors l'INSEE ou les services statistiques qui sont dans les ministères va vous dire, normalement, combien on consomme d'essence par habitant, combien des choses comme ça, des choses qui sont factuelles. Et donc ça pourrait aider potentiellement à lutter contre la désinformation économique. Ce que vient de dire Jean-Marc Daniel sur l'INSEE est essentiel, et c'est essentiel de le préserver. C'est en particulier un des enjeux qu'on peut avoir l'an prochain si un certain nombre de gens arrivent au pouvoir, qu'ils soient tentés comme Trump de nettoyer en gros l'appareil statistique et de ne plus rendre public que des statistiques particulières qui correspondent à leur idéologie. Donc ça, c'est un enjeu essentiel, mais après, l'interprétation qu'on en fait et la présentation qu'on en fait au public, c'est un métier après, à part, et ça n'a rien à voir avec l'inspection des finances. Bercy Décode qui est lancé à quelques mois de la présidentielle, c'est pas une curieuse coïncidence ? Non, parce que je pense que effectivement, les enjeux qui sont les enjeux de la population dépassent le discours, je dirais, économique, académique. C'est-à-dire, les gens, quand on leur parle de leur pouvoir d'achat, ils le mesurent tous les jours en allant dans un magasin. Et après, de savoir comment on calcule exactement l'indice des prix et tout ça, ils le mesurent dans un magasin. Alors après, il y a des choses qui sont des choses sur lesquelles, effectivement, je pense au passage à l'euro qui a été interprété comme un moyen d'avoir fait baisser considérablement le pouvoir d'achat. Là, Bercy avait lancé des enquêtes, avait demandé à l'INSEE, et vous regardez, il y a un moment où de toute façon, les gens ne veulent pas voir certaines réalités. C'est-à-dire qu'à l'époque où, 7 ans après la création de l'euro, on avait fait un état des lieux de ce qu'étaient les prix en décembre 2001 et ce qu'ils étaient devenus en décembre 2002, c'est-à-dire un an après le passage à l'euro. Donc on avait les prix en francs et les prix en euros et tout ça. Les gens disaient, mais non, mais c'est pas vrai. Alors que l'INSEE avait sorti des étiquettes, avait sorti des photos des étiquettes. Donc il y a aussi un moment où de toute façon il y a des perceptions qui sont des perceptions sur lesquelles les gens sont totalement subjectifs.
Il y a un problème de formation des journalistes, en particulier sur les questions économiques. C'est vrai que dans beaucoup de médias grand public, les journalistes sont en général sorte de Sciences Po, enfin de filières dans lesquelles la dimension économique n'est pas forcément suffisamment forte et suffisamment précise. Et c'est vrai qu'il peut y avoir la tentation de faire du sensationnalisme en interprétant mal ou insuffisamment des données, etc. Ça, c'est une réalité, mais c'est vraiment au sein de la concurrence entre les médias qu'il faut que ça se règle. Allez, merci à tous les deux. Toujours un plaisir d'avoir Guillaume Duval d'un côté, ancien rédacteur en chef du magazine Alternative économique. Merci Guillaume, et merci également à Jean-Marc Daniel. Merci Jean-Marc, donc, qui est économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School. Ecorama revient en direct dès lundi à midi. Très bon week-end.